Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, l'agriculture. Avec le néolithique qui débute au tournant du 10e millénaire avant notre ère, l'être humain se sédentarise et développe de multiples techniques pour améliorer son cadre de vie. En effet, environ 10 000 ans avant notre ère, le réchauffement climatique provoque l'apparition d'une faune plus riche et bouleverse les modes de vie. L'homme tourne peu à peu le dos au nomadisme et développe d'autres solutions que la chasse, la pêche et la cueillette pour subvenir à ses besoins. C'est ce qui marque le début du néolithique, dans la région du croissant fertile, au niveau des cours d'eau du Tigre et de l'Euphrate, mais aussi du Nil et du Jourdain. C'est là que notre espèce apprend à produire ses propres ressources alimentaires, mais également outils élaborés. La pierre polie, la poterie et l'élevage se développent, mais aussi l'idée de planter des graines pour réaliser des boutures, qui sont les prémices de l'agriculture telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'ailleurs à ce propos, aujourd'hui tout le monde connaît le terme OGM, pour organisme génétiquement modifié, qui nous semble être quelque chose d'extrêmement récent. Mais en fait l'homme a créé ses premiers OGM à cette époque reculée, en prenant la place de la sélection naturelle, sélectionnant et dirigeant l'évolution à son tour de ce qu'il a sous la main, afin que ça lui soit le plus profitable possible. Par exemple, les vaches que nous voyons aujourd'hui sont des OGM. Bon d'accord, peut-être pas celle-là non plus, mais les vaches que nous voyons aujourd'hui descendent toutes de la première espèce de vache créée par la nature, sans que l'homme n'influe sur son évolution, qui est l'auroch. Alors non, ce n'est pas l'auroch and roll attitude, mais l'auroch seulement. La race originelle des vaches donc, dont la sélection naturelle a été remplacée par la volonté de l'homme, lui a permis de développer des bêtes spécialisées pour répondre à ses besoins. Par exemple, cette vache que vous voyez, sa sélection a été pensée pour qu'elle produise un maximum de lait. D'ailleurs, le nom de cette race de vache est Abondance, comme quoi on voit bien l'idée qui se cache derrière. D'un autre côté, on en a sélectionné d'autres pour qu'elles produisent un maximum de viande, comme la bien connue charolaise. Un autre exemple sur les céréales, notamment avec celle à la base des civilisations européennes, avec laquelle on fait le pain, c'est le blé, ou plutôt sa souche originaire, l'épeautre, la céréale de laquelle on est parti pour créer le blé aujourd'hui, et celui de demain, le fameux blé de Monsanto, le Terminator, conçu pour ne pousser qu'une seule fois afin qu'on rachète les graines l'année suivante. Sacrifier des millénaires de travail pour augmenter la productivité sur l'autel du capitalisme, y a pas à dire, on n'arrête pas le progrès, dis donc. Mais l'exemple d'OGM le plus parlant créé par l'homme reste le chien, passant du loup dont les portées sont sélectionnées selon la docilité de génération en génération pour en faire le meilleur ami de l'homme. Chose qui suscite l'interrogation des scientifiques d'ailleurs quant à l'existence hypothétique du gène de la gentillesse. Le chien, une fois docilisé, fut une fois de plus sélectionné portée par portée pour développer certaines capacités propres dans différents domaines, afin une fois de plus d'aider les hommes, passant du chien ratier pour protéger les réserves de blé en chassant les rats, au chien de chasse et de berger. Ces espèces ont eu tendance à développer des comportements naturels relatifs à ce à quoi ils ont été créés. Par exemple, le chien de berger a une tendance naturelle à rassembler les troupeaux, chose que les propriétaires de chiens actuels ont tendance à oublier, car il ne leur sert plus qu'à la compagnie, à l'exception de quelques chasseurs. C'est comme ça qu'on a pu constater que certains chiens de berger, face à des petits enfants, avaient une tendance naturelle à les rassembler dans un coin d'une pièce afin de les empêcher de se disperser. Cependant, certaines extrémités furent atteintes quand il fut question d'esthétique, notamment avec l'exemple parfait du bulldog. Chien de chasse à la base, on cultiva certaines tarses génétiques qu'il avait, considérées comme plus esthétiques, avec des pattes avant hypertrophiées et des petites pattes à l'arrière. Et enfin, bien entendu, le nez le plus écrasé possible, provoquant au passage à cette race de chien d'immenses difficultés respiratoires, provoquant leur mort en cas de trop forte chaleur. Mais bon, après tout, tant que c'est à la mode, qu'est-ce qu'on en a à faire, hein? Cette histoire de pif et de beauté me fait penser à une anecdote concernant Socrate. Ce type avait pas un nez, mais une patate avec 2 grosses narines, ce qui lui valait que ses contemporains se foutaient de sa gueule. Notamment l'une de ces montagnes de muscles qu'on voit dans les téléréalités qui se prenait pour un David, et qui venait tranquillement dire au philosophe qu'il avait un plus beau tarin que lui. Ce à quoi le philosophe lui répondit que lui, il avait peut-être des narines rondes, mais elles lui permettaient de sentir les odeurs venant de toutes les directions, alors que lui, avec son joli nez bien fin, il ne pouvait sentir les odeurs que venant de devant. Du coup, par cette petite pirouette, Socrate lui démontrait que son nez était plus efficace, et s'il était plus efficace, il était plus beau.
Il a dû aussi sans doute ajouter que s'il continuait à venir le faire chier à lui chercher des noises, il s'occuperait de son pif personnellement au cours d'une lutte gréco-romaine. Parce que oui, il s'est attaqué au mauvais philosophe. Socrate excellait en lutte gréco-romaine. Imaginez Chabal en toge qui vient vous dire « Viens avec moi sur la terre battue, je vais t'expliquer la différence entre ignorance et ironie !» Mais bon, refermons cette parenthèse et revenons sur le sujet principal de cette vidéo qui est l'agriculture. Le croissant fertile n'est d'ailleurs pas la seule région du monde à voir s'épanouir l'agriculture. Les premières traces de culture du riz en Asie datent de 15 000 avant Jésus-Christ, mais c'est vraiment à partir de moins 8 000 que les pratiques agricoles se généralisent et se perfectionnent à grande vitesse à l'est du bassin méditerranéen. Le développement de l'élevage, la domestication du chien, la maîtrise de l'orge, du blé, du seigle, permettent également l'essor de techniques plus poussées, du brûlis au labour en passant par l'irrigation en moins 6000 avant Jésus-Christ. L'un des exemples les plus parlants se trouve une fois de plus dans le croissant fertile, avec les crues du Nil déposant un limon fertilisant sur les terres, permettant à la population de pouvoir manger à sa faim. Et à partir de là, c'est clair qu'une fois le ventre plein, c'est tout de suite plus facile de commencer à faire de la philo. Et c'est sur ce point que se termine cet épisode du besoin naît l'invention. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle invention, si vous le voulez bien.